Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Enfin, on l'attendait, ça faisait très longtemps qu'on se disait mais quand est-ce que ça va attaquer dans la Cipressa? Eh bien on l'a eu cette année, un Milan-San Remo qui a bougé dès la Cipressa, bien avant le Poggio, avec Tadej Pogačar qui a allumé la mèche, a enflammé la course, tout ce que vous voulez. Mais Tadej Pogačar qui n'a pas gagné ce Milan-San Remo, toujours pas, 5ème participation, pas de victoire encore pour le champion du monde, pour le Slovène qui s'est incliné face à Mathieu Van Der Poel et Filippo Ganna. Mathieu Van Der Poel qui remporte pour la 2e fois Milan-San Remo, devient d'ailleurs le premier coureur depuis Oscar Freire à remporter plus d'une fois Milan-San Remo. Oscar Freire qui s'était imposé à 3 reprises en 2004, 2007 et 2010. Voilà pour un petit point historique. On va prendre le temps de revenir sur cette course extraordinaire à plus d'un titre, on peut le dire, et tout ce qu'il y a eu autour, notamment de Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel, les deux principaux acteurs de ce Milan-San Remo. On va voir ça avec nos deux chroniqueurs du jour. Anselme pour commencer. Salut Anselme. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et on est aussi avec Titouan. Salut Titouan. Salut Mathieu, salut Anselme, salut tout le monde. Et bien voilà, vous avez le programme. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors déjà, pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi la course très précisément, bon déjà, je vous spoil, vous avez raté quelque chose, mais un rapide résumé pour qu'on soit tous qu'on ait tous les mêmes infos. Comme je l'ai dit en intro, ça a explosé dans la Cipressa avec Tim Wellens dès le pied, puis Jonathan Narvaez qui ont imprimé un très très gros rythme pour l'équipe UAE, et Tadej Pogačar qui attaque à 3 km du sommet. On l'a enfin eu, cette attaque dans la Cipressa, et Tadej Pogačar qui a été suivi seulement par les premiers coureurs qui étaient dans sa roue, à savoir Mathieu Van Der Poel et Filippo Ganna. On a aussi eu Romain Grégoire qui a suivi sur 5, 600, 700 mètres, mais pas beaucoup plus, il a explosé ensuite le français malheureusement. Au sommet, il y avait 40 secondes d'écart entre le trio de tête et les poursuivants. Il y a eu jusqu'à 1 minute 5 au milieu de la portion de plat entre la Cipressa et le Poggio. Et donc vraiment les poursuivants n'ont jamais été en mesure de revenir, et même une fois que l'écart était 1 minute, on ne les a plus vus. Et dès le début du Poggio, eh bien Tadej Pogačar a fait craquer Filippo Ganna avec une grosse attaque. Il a insisté à plusieurs reprises pour tenter de faire mal et de distancer Mathieu Van Der Poel, mais le Néerlandais a tenu bon. Il s'est même permis de contrer Tadej Pogačar et de prendre quelques mètres sur la fin, mais Pogačar et Van Der Poel sont passés ensemble au sommet du Poggio avec 8-9 secondes d'avance sur Filippo Ganna qui les a rejoints dans le dernier kilomètre sur le plat. Et c'est donc au sprint que la victoire s'est jouée à San Remo. Mathieu Van Der Poel déclenche à 275 mètres de l'arrivée et s'impose devant Filippo Ganna 2e et Tadej Pogačar 3e donc de ce Milan-San Remo 2025. Et on signalera également que la 4e place, la place du premier des autres, hein, le groupe des poursuivants a été réglé par Michael Matthews devant Caden Groves, et le premier français c'est Quentin Paché, 29e. On reviendra un petit peu plus tard sur les Français et ces autres coureurs d'art, le trio de tête qu'on n'a pas forcément beaucoup vu non plus. On va donc passer ce résumé rapide global. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Milan-San Remo déjà, Anselme, Titouan? Je voyais pas mal de débats sur le fait que c'est l'un des plus grands, c'est le plus grand San Remo de l'histoire, c'est magnifique et tout. Est-ce que, oui ou non, c'est déjà l'un des plus grands Milan-San Remo de l'histoire pour vous? C'est dur à dire. Moi, enfin, comment formuler ça? Ah, tu sais pas trop. Oui, mais non. Ok. Clair. Donc, on découvre qu'Anselme est normand, je savais pas, en plus d'être guatémaltèque. Hein. Je pense qu'il restera on va dire, dans les annales pour l'attaque de Pogačar dans la Cipressa, pour le duel qu'il y a eu. Mais est-ce que c'est le meilleur? Je pense pas. Il y a des courses, on va dire, qui m'ont peut-être plus marqué, où j'ai pris plus de plaisir à suivre. Dans ces dernières années, il y a la descente de Mohoric, pour moi, qui est plus marquante. La victoire de Schiolek en 2013, qui reste un Milan-San Remo assez extraordinaire.
Et puis, Milan-San Remo étant assez vieux, il y a énormément d'éditions qu'on oublie un peu avec le temps et qui, je pense, sont à hauteur ou devant celle de cette année. Titouan, comment est-ce que tu arriverais à juger cette édition 2025? Parce qu'il y a aussi le fait que c'est un scénario qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps, d'avoir ces attaques dans la Cipressa. Bah ouais, en fait, c'est que c'est peut-être la meilleure Cipressa de l'histoire, mais le meilleur San Remo de l'histoire, je sais pas. Parce que, à titre personnel, je me suis un peu fait chier une fois qu'on a passé la Cipressa. Et que... Non, mais une fois que le podium, en fait, était défini, bon, il y avait juste la question de est-ce que Ganna allait revenir après Poggio dans la descente, quel allait être ce qu'il allait prendre et est-ce qu'il allait pouvoir les surprendre. Mais bon, on voyait son état physique, on voyait qu'il était un peu trop cramé quand même pour ressortir et pour aller gagner. Donc finalement, la question c'était, à partir de la Cipressa, c'était qui allait gagner le sprint entre Van Der Poel et Pogacar. On a vite senti que Van Der Poel était un peu supérieur. Donc à partir de ce moment-là, c'était bon, je me faire chier. En vrai, c'était quand même assez toujours tendu dans Remo. Donc c'est toujours passionnant. Mais de là à le qualifier de meilleur San Remo de l'histoire, je sais pas. Après, j'ai pas vu 200. Mais ouais, c'est surtout en fait la Cipressa qui était folle, quoi. Et qui était le scénario inattendu et attendu. Parce que je pensais pas que Pogacar attaquerait si tôt dans la Cipressa, ni que ça a cette tactique des UAE, en fait. On aurait pensé qu'il allait mettre un peu plus au rythme plus longtemps, et finalement c'est juste Pogacar qui attaque. Et bon, ça c'était la petite surprise quand même qui était agréable et ça m'a scotché sur mon fauteuil. Ah oui, ça, ça c'est sûr qu'en termes de surprise, parce que de toute façon c'est la première fois depuis 96 que le coup gagnant de Milan-San Remo se fait dans la Cipressa. 96. Ouais, bientôt peut-être le Giorgino, hein. Le retour, ouais, mais bon, 96. Ganna, Pogacar, ils étaient pas nés. Van Der Poel, il avait à peine un an. C'est pour vous placer un petit peu l'historique que ça représente quand même aussi. Et c'est à la limite ça qu'on va plus retenir, le fait que c'est un scénario qu'on n'avait pas vu au 21e siècle. La Cipressa, une attaque dans la Cipressa comme ça, c'est ça vraiment qui est le fait marquant, plus que Mathieu Van Der Poel qui gagne face à Tadej Pogacar. Bah, c'est le fait marquant, oui et non, parce que peut-être que Titouan, tu dis que ça te surprend, mais pour moi, c'était attendu, c'était téléphoné. Moi, ce qui m'a plus surpris, c'est que la moitié des favoris n'ait pas été placés à ce moment-là. Sur le camp où Hélène et Narvaez mettent leur rythme, bon, on se rend vite compte que dans la roue de Van Der Poel, bah, Pidcock, Pedersen, Sai, il n'y en a pas un qui est là. Et alors que c'était, ça fait 3 semaines, on parle que de ça, de est-ce qu'il va attaquer dans la Cipressa et quand? Parce que c'était la seule solution que tout le monde globalement voyait pour qu'il arrive à gagner. Et donc en soi, c'est pas tellement une surprise, je trouve. La réalisation et son attaque est monstrueuse, mais derrière, c'était quand même assez attendu. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que un Ganna qui n'est pas un coureur très explosif et qui est plutôt sur de l'effort long et puissant, est bien placé et arrive à suivre parce que je suis quasiment sûr qu'il s'y attendait. Pour comparer un peu, Titouan, alors, est-ce que toi tu vois des coureurs comme Anselme pouvait en citer, dont tu te dis un tel ou un tel, il aurait été dans la roue de Pogacar, de Van Der Poel, il aurait pu suivre l'attaque au sommet de la Cipressa? C'est très dur à dire. C'est très dur à dire parce que on les a pas vus placer et on n'a pas vu trop d'attaques. Enfin, en fait, concrètement, on n'a pas vu d'attaque. On n'a pas vu ce qui se passait Ouais, il y en a eu une. Il y a eu une attaque et c'est tout. L'attaque de Pogacar. Non. Ouais, non, mais enfin, quand je veux dire, il n'y a pas eu d'attaque même après dans le groupe des. Enfin, en tout cas, pas qu'on ait vu dans le groupe des battus. Donc, l'état de forme des autres a été dur à jauger, quoi. On a vu Campenard qui était bon. On a juste vu, je crois, c'était brièvement Ben Telet, je crois, qui était un petit peu sorti. Oui, voilà, accéléré. Derrière Romain Grégoire.
Mais par Et exemple, qui pourtant avait chuté. oui, voilà, qui avait eu un problème mécanique 10 bornes avant. Mais par exemple, un Tom Pidcock, il revient en bas de la descente sur le premier groupe de poursuivants, donc il était peut-être aussi mal placé. Mm. Donc, bah ouais, donc c'est ça, c'est qu'on a du mal à jauger l'état de forme et le punch des autres. Je suis pas persuadé que d'autres auraient pu suivre. Euh, Quand on voit que Grégoire, qui est quand même pas non plus qui est quand même pas un no-name, galère à suivre. Enfin, non, mais c'est un des derniers à suivre. Il tient, comme tu disais, il tient 700-800 mètres. Je pense que si un Pitcock ou quoi aurait pu peut-être tenir 1,5 km max dans la Cipressa. Non, mais quand on voit même Mats Pedersen, bon, lui, il était malade ces derniers temps, donc c'est un peu à part, mais même Mats Pedersen, qui pourtant a fait un Paris-Nice de fou dans les montées, même lui, je suis pas persuadé qu'il aurait pu tenir autant, parce que l'explosivité de folie qu'il fallait avoir, et la force, la puissance, on voyait enfin, je regardais les replays, on voyait les boîtes affichées, c'était indécent. Oui, Surtout après 6 heures de course. Bah, moi, Donc, je suis pas d'accord avec toi. ah ouais. Bah, je pense Tu penses que qui aurait pu tenir pour toi? Bah, pour moi, Pidcock, tu vois, quand on voit l'estrade, tu dis que Romain Grégoire, c'est pas un no-name, mais ça reste quand même son premier, on va dire, coup d'éclat à ce niveau-là. Et je pense qu'un Pidcock, s'il est dans la roue, il suit bien plus longtemps que Grégoire, qui se fait un peu péter le caisson quand même. Et derrière, je pense que ça peut aller au bout. Et même Pedersen. Pedersen, sur le côté explosif, je suis d'accord. Mais quand on voit que Ghana, il tient, je suis sûr si, à un moment, ils sont placés, ils sont dans la roue et ils peuvent faire leur effort plus lissé comme ça, et ben je pense qu'ils sont capables d'aller au moins jusqu'au sommet de la Cipressa. Pedersen, alors, oui. Pedersen, pour le coup, je suis pas sûr, parce que Mats Pedersen, lui, on a vu qu'il était pas trop mal placé. Alors, certes, pas dans la roue de Van Der Poel de Ghana, mais je crois au moment de l'attaque de Pogacar, il est quelque chose comme 10e dans la file. Et c'est limite le dernier du premier groupe de poursuivants au sommet de la Cipressa. Donc ça veut dire qu'il y a une dizaine de coureurs environ qui ont mieux passé la Cipressa que lui, alors en étant peut-être même moins bien placés. Donc, ouais, mais il était pas hyper. Enfin, ça parle de maladie avant San Remo, donc je suis pas sûr qu'il était à son. Oui, il était pas à son meilleur niveau. À son Mais meilleur niveau. Pitcock, mais tu parles de Pitcock, mais et on parle de placement, mais justement le placement ça se fait aussi à la jambe. Enfin, c'est pas faute de lire le topic FDJ où tout le monde dit la jambe, c'est pas faux, dans l'absolu. C'est voilà, si t'es pas bien placé au pied de la Cipressa, alors que bon, comme Mathieu disait, enfin et comme toi tu disais quoi. On s'attendait tous à ce qui, à minima, il y ait une grosse accélération des UAE, enfin le plan Cipressa sous les 9 minutes, il était écrit, il était annoncé. Donc, si tu te places pas là, même sans avoir enfin, si t'as les jambes, t'arrives avec un coéquipier à te replacer, sinon, bah, c'est que t'as pas non plus une forme ultra étincelante, ou en tout cas pas forcément au niveau des autres. Après, bon, c'est vrai que Pitcock, il a pas forcément le meilleur collectif aujourd'hui, maintenant qu'il est chez Q36. Mais je pense qu'aussi, il y avait une part de pas assez de jambes. Et bon, c'est pour ça que moi je doute fortement qui que ce soit d'autre aurait pu tenir jusqu'au sommet de la Cipressa, au moins avec les autres. Et dans tous les cas, même si quelqu'un avait tenu jusqu'au sommet, il n'aurait pas tenu le Poggio. Ça c'est clair. oui, puisqu'on voit que même un Filippo Ganna, il a quand même bien souffert dans le Poggio. Il pète dès la première minace de Pogacar en bas. Il passe à 8 secondes et il rentre. Après, Ganna, il roule aussi sur la transition alors que il était clairement moins fort que les deux autres. Bon, il a pas non plus roulé le plus intelligemment possible pour s'économiser. Mais après, oui, voilà. On dit quand même que Ganna a réussi à rentrer. C'est aussi que c'est un des meilleurs rouleurs du monde. Hein. C'est aussi un élément important. Alors je m'étais préparé une question, mais vous y avez déjà un petit peu répondu. Le fait de voir cette attaque de Pogacar et le fait qu'on ait la Cipressa en moins de 9 minutes, hein, parce que Cipressa, ça bat le record d'à peu près 25 secondes. En 8,55, le record d'avant, il datait de 96. Donc là aussi, faut remonter très loin en arrière. Est-ce que de voir Pogacar attaquer dans la Cipressa à ce rythme-là, vous du coup, c'était presque pas une surprise de ce que j'en ai compris? Non, bah non. Et puis en plus, enfin, on sait que dernièrement, il y a beaucoup de records qui tombent.
Donc c'est pas étonnant. La Cipressa, elle a longtemps été un peu escamotée à l'époque des Cipollini, Petacchi, tout ça, parce que l'objectif c'était de ménager au maximum les sprinters et de reprendre les attaquants dans la transition ou au niveau du Poggio. Donc ça faisait une éternité, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été fait vraiment à fond par les meilleurs. Et donc là, on savait qu'en plus, en étant emmené par son équipe, c'était pas, on pouvait largement s'attendre à ce que la Cipressa, le record tombe. Toi, Titouan, t'es du même avis, c'est vu les conditions, vu tout le contexte, c'était presque attendu parce que dans le podcast qu'on avait fait avant Milan-San Remo, on m'a demandé est-ce que ça va attaquer dans la Cipressa. Presque ça m'avait rionné un peu. C'est peut-être plus facile de le dire a posteriori, de dire que ouais, c'est UAE, c'est Pogacar, on s'y attendait. Moi, comme je te disais, j'étais surpris que ça attaque dans la Cipressa, enfin, que ça attaque. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un train UAE de folie et que, à la fin, il reste peut-être un peloton d'une quinzaine. Après, j'ai pas été étonné non plus que Pogacar attaque, c'est plus, la précocité de son attaque qui a été, qui était pas attendue. Enfin, je sais pas, j'imaginais davantage que si Pogacar attaquait, ça aurait été à mi-pente ou quoi, alors que là, ils ont fait de la sève peut-être, puis ciao, il était parti. Donc, j'aurais pas imaginé que Pogacar en fait prenne les rênes tout seul comme ça aussitôt. C'est plus ça. Après, oui, pour moi, c'est pas non plus une surprise que c'était un attaque dans l'absolu et voilà. Bon après, cela dit, on dit il y a pas d'attaque dans la pour cette habitude. Il y a des attaques. Oui, mais pas de d'attaque favoris, décisive. Mais il y a quoi, des attaques. Oui, ça bien Oui, il y sûr. a pas d'attaque décisive. On a souvent vu des attaques, mais je veux dire, un Banili qui attaque dans la Cipressa et qui se fait reprendre dans la portion de plat d'après derrière, c'est pas un mouvement décisif pour la victoire. Alors Oui, que, non, même je pensais à Bonifacio aussi. Ouais, j'allais dire Bonifacio aussi. Dans la descente, ouais. Si bon, Bonifacio, c'était aussi le côté, oh, je me fais plaisir. On a vu Trentin qui s'est fait plaisir dans la descente derrière le trio de tête. Aussi. Mais oui, c'est sûr que Pogacar qui attaque à mi-pente, hein, quand même. Il attaque à peu près la moitié de la Cipressa. Il reste 3 bornes. C'était quelque chose. Et après aussi, est-ce que, alors, du coup, Titouan plutôt surpris, Anselme plutôt pas surpris. Anselme, toi qui t'attendais plus ou moins à cette attaque, est-ce que la violence de l'attaque de Pogacar, entre guillemets, elle t'a impressionné par le fait que j'ai regardé les comparaisons Strava que l'on peut avoir. J'ai pu comparer notamment entre Tadej Pogacar et Maxime Van Gils, qui était très bien placé pour le coup, qui est le 2e, 3e à péter derrière Romain Grégoire. En 1 minute, Pogacar lui met 20 secondes. Est-ce que cette violence de l'attaque, de l'écart qui a été créé tout de suite, est-ce que c'est quelque chose qui t'a impressionné, qui t'a marqué? Je sais pas si j'ai été surpris d'en voir que 4 et que l'écart se fasse vite, mais je pense que c'est ce qu'il fallait faire dans le sens où fallait que les leaders et les potentiels équipiers qui roulent derrière soient flingués, parce que s'il en mettait une qui partait tout seul et que derrière ça temporisait, on va dire, enfin, je suis pas sûr qu'il serait allé au bout s'il était là en fait ils ont fait tellement mal, il a fait tellement mal, et en plus il part avec Van Der Poel et Ganna. Bah à partir de là en fait derrière les mecs ils arrivent le temps d'arriver à la Cipressa, ils ont déjà 1 minute de retard quasiment, et bah enfin je pense qu'il y en a les 3/4 du groupe, bah c'était fini quand tu savais les noms qu'il y avait devant. Donc enfin visuellement c'est impressionnant, mais avec le recul je pense que c'était la meilleure tactique à faire pour arriver à ce résultat en leur partant d'aussi loin. Parce que s'il part tout seul, mais sans avoir vraiment, enfin sans faire aussi mal, bah il restera des équipiers derrière, les gars s'entendront et puis il y a plus de chances d'être pris. C'est qu'après, oui, justement, Pogacar, je crois, disait que c'était mieux qu'il soit pas parti tout seul et qu'il ait eu Van Der Poel avec lui. Que ça aurait peut-être été un petit peu trop suicidaire de se retrouver tout seul dès le sommet de la Cipressa. Titouan, toi, qu'est-ce que tu en penses de l'écart qui a été créé tout de suite sur même les 5 minutes
qu'il y a entre l'attaque de Pogačar et le sommet de la Cipressa, où au sommet il y a 40 secondes déjà par rapport au groupe de contre? Bah, déjà que la commune de Cipressa est autonome maintenant en énergie. Je les vois développer. Ouais, je pense Non, que même mais, sans Remo, enfin, là aussi... Ah ouais, non, là, tu leur mettais une dynamo, c'était, waouh. Non, mais plus sérieusement, bah, effectivement, c'était sans doute, comment dire, c'était la sans doute la meilleure stratégie de faire un écart et de rester juste avec les meilleurs parce que là, même pendant le direct, les consultants te disaient, finalement, là, tu te retrouves dans une stratégie où tu as juste les trois coureurs à gérer, enfin, deux autres coureurs à gérer et il y a moins d'aspect tactique quand c'est juste du bourrinage. Donc, cette violence de l'attaque a été totalement justifiée. Euh, et c'était dans tous les cas la seule manière pour Pogacar de gagner, quoi. Enfin, moi, je pense pas que ça aurait été suicidaire s'il avait été tout seul, dans la mesure où s'il avait été tout seul, personne n'aurait été en mesure de le reprendre parce que Pogacar il est plus fort que tout le reste du monde et ça se, on sait comment fonctionne le peloton, ça a du mal à s'organiser en général derrière des hommes seuls. Déjà que c'était compliqué l'organisation avec quelques équipes qui essayent, mais bon, on a vu les Jayco notamment essayer de s'organiser pour la poursuite, mais déjà là ça a pas trop réduit l'écart. Donc Pogacar aurait été tout seul, ça aurait été tout aussi bénéfique pour lui. Et il est juste pas sûr que ça allait tant arranger de finir avec Van Der Poel Bah au final et non, Ghana. puisqu'il a pas Déjà gagné. parce qu'il a perdu. Déjà parce qu'il a perdu. Déjà. Mais ouais, de toute façon, il est obligé, maintenant, il est obligé de tout donner pour, c'est la seule course où il est, déjà, on le voit vraiment se, euh, se fatiguer. C'est la seule course où on le voit vraiment en difficulté à appuyer sur les pédales comme un fou, alors que bon, je sais pas, les images du plateau de Bay, je pense, l'année dernière, où, quand il pose Vingegaard, non, mais il a l'air beaucoup plus facile, presque. Enfin, il est tout souriant à l'arrivée. C'est vrai qu'il a fait une sortie en zone 3, alors que là, vraiment, pour une fois, on avait vraiment l'impression qu'il s'emploie. Et ouais, pour moi, c'est justifié dans le sens où, ouais, comme je disais, c'est la seule manière de pouvoir gagner. Est-ce que justement par rapport à ce que tu dis, pour moi tu soulèves quelque chose qui est intéressant, est-ce qu'il n'y a pas un côté où c'est bien, entre guillemets, que Pogacar, il y ait au moins une course où il galère? Parce que on Ah, a l'habitude de voir Pogacar, il vient, il gagne, il frappe un coup de marteau, puis c'est bon, la course elle est gagnée. Là, c'est sa 5e participation, il a pour l'instant pas réussi à gagner Milan-San Remo, même en attaquant dans la Cipressa, ça suffit pas. En tout cas là pour cette année, est-ce que ça fait pas du bien entre guillemets pour la construction du personnage Pogacar, de ce qu'il est, ce qu'il représente, qui soit pas à gagner tout facilement? si, c'est quand même, c'est rassurant dans le sens où on se dit, bon, il peut encore avoir des courses où il gagne pas, mais finalement, quand on regarde, c'est une des rares grandes courses où il ne peut pas gagner très facilement, avec Paris-Roubaix, les championnats du monde de chrono. Bah encore Roubaix il a pas fait. Parce que Pour l'instant on sait pas. Roubaix, il a pas fait. On sait pas. Et en plus, c'est vrai qu'il paraissait facile sur l'étape pavée en 2022. Ouais, donc Mais je me prononcerai pas sur la difficulté de Pogacar sur Paris-Roubaix pour l'instant. non, mais J'oserais il n'y a pas. pas de relief à partir de ce moment-là. Et bon rouleur, certes, mais c'est pas non plus. Il bourrine bien sur le plat, mais sur le plat, il n'est pas aussi fort qu'un Remco, qu'un Van Der Poel, par exemple. Et je suis pas persuadé qu'il soit beaucoup plus fort que Van Aert non plus sur le plat. Donc c'est cool, au moins qu'il y ait quelques courses comme ça. Puis ça l'oblige à au moins avoir un certain sens tactique, à développer des tactiques, parce que sinon, non mais sinon ça, les courses qui gagnent, c'est je suis fort, j'attaque, basta. Enfin, c'était le cas sur les dernières Strade Bianche, enfin les plusieurs éditions, les championnats du monde qui gagnent, le Tour, voilà. Enfin, et encore, mais il y a des tours où il fait un peu n'importe quoi et il gagne, même si t'as plus le jeu des tours. Non mais enfin, je pense au Tour 2022 où il pensait être le plus fort. Au final, il s'est fait avoir un peu tactiquement et en faisant un peu le chien fou. Mais c'est vrai que oui, Pogacar, si on regarde depuis qu'il s'est mis à gagner sur les grandes courses, qu'est-ce qu'il a perdu? C'est le Tour 2022 où il se prend le coup tactique, enfin il se prend le gros coup sur l'étape du Granon. Il y a Liège 2023 où il abandonne sur chute, le Tour 2023 où sa préparation elle a été un petit peu compliquée par la chute. Il y avait le Tour des Flandres qui perd face à Mathieu Van Der Poel dans un sprint à 2 qui devient un sprint à 4. Et après c'est tout.
c'est le Tour de Lombardie, c'est 4 sur 4. Liège-Bastogne-Liège, c'est 2 victoires. Tour des Flandres, 1 victoire en 2 participations. Tour des Flandres, le Tour de France, il en est à 3 victoires sur 5. Presque heureusement, un peu, après, on va voir un peu ce qu'en pense Ansel, mais qu'il ne gagne pas tout, parce que j'étais allé faire un peu le calcul justement en pensant à ça, le taux de réussite sur les monuments, parmi ceux qui ont gagné 7 monuments ou plus, puisque Pogacar et Van Der Poel en ont maintenant 7 chacun, Pogacar est devant Eddy Merckx. Par exemple, ouais. il en est à 7 sur 16, et si on met de côté Milan-San Remo, où qu'il n'a pas gagné, c'est une défaite au Tour des Flandres et 3 défaites à Liège, dont une de 2019. Après, cela dit, il a pas réussi non plus à gagner la Bretagne Classique ou le Grand Prix de c'était Québec où il avait participé, il avait pas réussi à gagner, c'était une dernière défaite, je crois. C'est vrai. Donc il y a quelques courses encore qui peuvent lui résister, peut-être pas pour longtemps, mais en fait finalement, on le dit, les organisateurs pour pouvoir éviter une assurance, enfin une domination assurée de Pogacar plutôt, ils doivent faire des parcours plats, quoi. Des bosses à 4%, puis là on se dit peut-être qu'il peut ne pas gagner. Oui, ou alors faire comme je crois que c'était Alfredo Binda, de lui dire bon, on te paye pour que tu viennes pas sur la course. Bon, c'était il y a un siècle, certes, mais bon. Anselme, si on revient un peu plus sur ce Milan-San Remo de cette année et le scénario qu'on a vu, est-ce que t'es plus à te dire que ce qui s'est passé avec l'attaque dans la Cipressa et qui est seulement Van Der Poel et Ganna qui réussissent à suivre dans la douleur, ça ouvre une possibilité de victoire pour Tadej Pogacar à l'avenir, ou au contraire ça renforce l'idée que c'est très compliqué parce que même en faisant ça, il n'arrive pas à gagner? Bah, je pense que ça renforce le truc de... Il va falloir qu'il la joue plus tactique, ou alors il faudra qu'il profite d'une année où Van Der Poel n'est pas là. Donc, difficile à dire. Je pense que, comme l'a dit Titouan, c'est, on va dire, sur des parcours plus roulants, c'est plus compliqué pour lui. Je suis d'accord sur le fait que j'ai du mal à voir Pogacar lâcher à la pédale Van Der Poel ou Van Aert au carrefour de l'arbre. Ça me surprendrait quand même. Oui, il attaquera dans le faux plat à la sortie de Mont PVL. Ouais, sûrement. Mais non, je pense que sur les courses comme ça, il est, on va dire, bah, étant donné que c'est forcément un peu moins dur, c'est de facto plus tactique. Et donc, bah, peut-être que c'est là qu'il pêche le plus. On l'a vu que c'était pas toujours le coureur le plus malin. Donc, à voir comment il fera l'année prochaine. En attendant... C'est peut-être aussi la limite qu'il a. Il est tellement fort qu'il a pas forcément beaucoup utilisé le côté tactique. Et que, et que de fait, ça lui manque quand il en a besoin. Bah, je pense. Quand t'es habitué à être tout le temps plus fort, que tout soit facile, dès que ça devient un peu difficile, bah, tu sais pas trop comment faire. Hein. Ah, quand les jambes brûlent, ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre de découvrir les sensations d'un cycliste d'un cycliste comme le reste du peloton. Quoi Qu'est-ce que je sens dans mes jambes? Pourquoi j'ai mal aux jambes là? Bizarre. Plus sérieusement, pour revenir à la question, Titouan, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Est-ce que ce Milan-San Remo, il te fait plus pencher vers le côté c'est très compliqué pour Pogacar, ou le côté il y a un truc à faire? Ou peut-être que ça change rien du tout sur ce que tu en pensais? Non, je pense que ça renforce le truc où il y a, enfin, le côté où il y a possibilité pour lui de gagner. Après, c'est con à dire, mais la probabilité pour lui de gagner, finalement, elle dépend même plus de lui, elle dépend juste de l'état de forme des autres. On dit beaucoup, finalement, sans Van Der Poel, il gagne. Enfin, bon, au-delà du fait qu'il fasse troisième d'un sprint à deux. Mais non, mais au-delà de ça, vraiment, il pourrait arriver en solitaire, en fait. Il aurait pu arriver en solitaire s'il n'y avait pas Van Der Poel. Et est-ce que c'est pas la seule option qu'il lui faut? Bah ouais, bah au sprint, on voit qu'il est pas si dominant non plus. Il est bon sprinter face à des grimpeurs, mais c'est pas non plus sa plus grande carte. On peut le dire, enfin sa plus grande victoire. En fait, il les a construites en solitaire. Ouais, parce que là, même dans le sprint, il n'arrive pas à remonter Filippo Ganna, hein, donc. Oui, voilà. Donc ouais, alors est-ce qu'il, moi, en vrai, je disais ça moitié pour la blague tout à l'heure, mais ça m'étonnerait pas qu'un jour ça embraye Del Turquino pour justement favoriser une course encore plus d'usure et
qu'il attaque dans la Cipressa qui finissent en solitaire. Donc ça veut dire que du côté de l'équipe UAE, il y a encore possibilité de mieux faire alors sans aller jusqu'au Torquino, mais en bougeant dès le Capo Mele, Capo Oui, Berta, en accélérant complètement. peut-être au moins dans le peloton, parce qu'on voit que que le peloton était resté quand même plutôt groupé jusqu'au pied de la Cipressa, quoi. Oui, comme d'habitude. Et c'est pas plus mal, cela dit. Je pense que, cela dit, ils ont moins joué l'usure, mais ça leur a peut-être été bénéfique parce qu'ils ont un peu plus créé l'effet de surprise. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est clairement la piste vers laquelle, je pense que ira. En tout cas, tactiquement. Parce que finalement, il n'a pas utilisé tant d'équipiers pour rouler. Il y a eu Wallens et Narvaez qui ont charbonné, mais sinon, les équipiers, eux, ils sont restés au chaud, hein. C'est Sylvain Dillier qui a fait le polo toute la journée, le reste. Ouais, il y avait Nils Pollitt pour placer un peu Wellens et Pogacar avant la Cipressa. Narvaez revient de l'arrière avec Pogacar qui étaient tous les deux mal placés au pied de la Cipressa, et derrière on a juste vu Isaac Del Toro qui était dans le groupe de contre au sommet de la Cipressa, mais c'est pas là où Oui, il est le plus utile pour Pogacar. Non, bah après, bon, même si le groupe était pas très dangereux dans l'absolu, il a permis quand même de désorganiser un Squire. Pour ça de prix, ça fait quand même toujours gagner 2-3 secondes. Ok. Mais c'est toujours intéressant d'avoir une carte au deuxième rideau. Mais oui, c'est clair que, en fait, c'était une équipe de 4-5 qu'on a vu en action. Donc, si les 8, non, c'est 7 ou 8 les monuments au départ? 7. 7? Ouais, 7. Si les 7 se mettent à la planche, assez, un peu plus tôt, ça peut faire vraiment très, très, très mal. Et pas sûr que beaucoup puissent suivre. Après c'est là aussi où il reste quand même de l'incertitude de Milan-San Remo, c'est le fait que c'est pas évident d'arriver à bien se placer, de pouvoir utiliser tous les coureurs de l'équipe, parce qu'il y a il y a la problématique du placement, la problématique aussi qu'on peut avoir des chutes, des petits problèmes mécaniques. Là, au pied de la Cipressa, on a une chute avec Aurélien Paré-Peintre qui était, j'ai revu tout à l'heure en 20-30e position, donc peut-être qu'il s'en fallait pas grand-chose pour que Pogacar soit gêné par la chute et perde de 10 secondes dès le pied de la Cipressa sur Van Der Poel, quoi. Donc c'est un peu l'incertitude de Milan-San Remo, et ce qui aussi fait la beauté de ce genre de course, on va dire. On va quand même évoquer le coureur qui a battu Tadej Pogacar, parce qu'on a beaucoup beaucoup tourné autour de Tadej Pogacar jusqu'à présent, parce que c'est lui qui a déclenché la course, c'est lui qui a rendu la course aussi folle, mais il n'a pas gagné. C'est Mathieu Van Der Poel qui a donc remporté Milan-San Remo pour la deuxième fois de sa carrière, hein, puisque Mathieu Van Der Poel s'était imposé il y a 2 ans, tout simplement, en 2023, et l'an dernier, il avait permis à Jasper Philipsen de gagner. Ce qui fait 3 victoires d'affilée pour l'équipe Alpecin. Faut remonter à la Molteni d'Eddy Merckx dans les années 60, je crois, de mémoire, pour retrouver ça. Donc c'est quand même quelque chose. Et j'avais vu justement Mauro Gianetti, le manager du AE de l'équipe de Pogacar, qui disait après la course samedi, il faut reconnaître la supériorité de Mathieu qui s'est battu comme un roi. Est-ce que ça veut dire que au final, Van Der Poel c'est la bête noire, voire la seule bête noire que Pogacar peut rencontrer sur les classiques? Je pense pas. Je pense qu'un Van Aert à son meilleur niveau, comme il pouvait l'avoir il y a 2-3 ans, on va dire, il a les qualités peut-être moins explosives que Van Der Poel, mais pour suivre. Parce que si Ghana suit globalement à peu près, je pense que Van Aert il aurait pas été plus loin que Ghana dans le podio. Je pense qu'il aurait même presque pu suivre. Donc je pense pas que ce soit le seul. Actuellement c'est le seul, mais je pense qu'il y a des coureurs au top de leur forme et dans un bon jour qui sur un parcours comme Milan-San Remo peuvent rivaliser avec Pogacar. Titouan, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est Mathieu Van Der Poel qui est le plus dangereux pour Tadej Pogacar, ou que le scénario, la course, tout un ensemble a fait que Van Der Poel, avec en plus ce sprint à 3 à l'arrivée, était meilleur que Pogacar peut-être? Bah, en fait, j'ai une question sur ta question. Est-ce que tu parles des classiques dans le sens, non mais est-ce que tu parles des classiques de printemps? Est-ce que tu parles des classiques Fondrienne et Milan-San Remo? Ou est-ce que Des tu parles classiques sur lesquels ils sont opposés. Puisque Ok. Van Der Poel vient pas sur le Lombardie, il s'est juste pointé pour un podium, je crois, l'année dernière sur Liège.
mais sinon il s'aligne pas trop sur ce genre de course, donc c'est plutôt sur des Milan-San Remo, sur des Flandriennes, sur ce genre de ce genre de classique qui a moins de dénivelé. Alors, par rapport à tout ça, je rajouterai aussi une petite statistique, c'est que quand Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar ont été opposés sur des monuments, Mathieu Van Der Poel a gagné à 3 reprises le Tour des Flandres 2022, Milan-San Remo 2023 et donc Milan-San Remo de cette année 2025. Et Tadej Pogacar, lui, a gagné à 2 reprises. C'était le Tour des Flandres 2023 et Liège-Bastogne-Liège de 2024, donc de l'année dernière. Donc ce qui fait, si tu regardes que sur leurs affrontements et où l'un des deux a gagné, un 3-2 en faveur de Mathieu Van Der Poel. Ce que j'allais dire, sinon, dans l'absolu, la seule autre bête noire, on va dire, enfin le seul autre coureur qui peut rivaliser avec Poggi, c'est Remco. Mais, et je pense, en vrai, que sur un San Remo, il y a moyen que tu puisses concurrencer Pogacar. Je crois pas qu'il serait déjà affronté. Je pas souvenir en tout cas que Remco ait déjà fait un San Remo. Mais sinon, en tout cas, non. Sur les classiques Flandriennes et San Remo, je vois personne d'autre à l'heure actuelle que Van Der Poel qui puisse concurrencer Pogacar. Déjà parce que ceux qui ont le niveau, ceux qui ont le top niveau sur les classiques, n'ont jamais réussi à battre Pogacar sur les classiques. Je pense à Van Aert qui l'a battu sur un E3, mais c'était à son prime. Et là, ça fait depuis l'année dernière, en vrai, où Van Aert, ça commence à plus trop être ça. Enfin, et j'ai l'impression, après peut-être que je me fourvoie, mais que son niveau décline un peu, quand même, à Van Aert, ou en tout cas qu'il arrive beaucoup moins à suivre la concurrence. Et qu'il n'y a pas grand-chose qui tourne en sa faveur à l'image de son équipe. Un peu la guigne, donc bon. Même Van Aert, je compte plus trop dessus. Et je pense sinon à Mats Pedersen et Filippo Ganna qui sont très très forts sur les classiques aussi. Mais Mats Pedersen, il sera toujours moins bon sur les monts. Même s'il arrive à suivre, à s'accrocher, pas persuadé qu'il tienne la route sur un Tour des Flandres très longtemps. Et Filippo Ganna, on a vu que sur un San Remo, il a du mal à suivre, quoi. Donc, à l'heure actuelle, en tout cas en 2025, jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement un super crack qui vienne concurrencer Pogacar, je vois pas qui. Je vois pas qui peut le battre à part Van Der Poel, quoi. Et même Van Der Poel, en vrai, là cette année, je suis pas sûr qu'il puisse concurrencer Pogacar sur le round. Parce que là, il a quand même eu du mal à tenir dans le Poggio, elle a chiffré ça. Enfin, du mal à tenir. Non, j'exagère un peu. Ouais, mais il était pas facile. Il a souffert, quoi. Oui, il perdait quelques mètres. Ah, il a souffert. Il s'est donné. Alors, sur un round où il y a plus de pentes, plus de dénivelé, et presque autant de kilomètres, je donne pas trop cher de la peau du Néerlandais. Ouais, faudra voir ça. En tout cas, ça nous promet, en tout cas, peut-être un affrontement entre les deux bien sympa, bien corsé. Même si on peut peut-être nuancer ça en disant que, alors oui, c'est sympa, Van Der Poel Pogacar, mais du coup, c'est que Van Der Poel Pogacar. Ce qu'on peut entendre aussi, hein, j'avais vu Geoffrey, alors qui a pas pu participer à ce podcast, mais qui a mis une stat sur le forum du groupe Eto, sur les 25 monuments qu'il y a dans la période post-Covid, pour prendre, donc du coup ça fait, je crois que ça doit faire du coup depuis à partir de 2021, on a 25 monuments, 15 grands tours, 5 mondiaux, donc au total 45 courses majeures. On en a 12 remportées par Pogacar, 8 par Van Der Poel, et ensuite c'est Roglic à 5 et Evenepoel à 4. Et il a regardé sur les 5 années précédentes, ce qui va faire du coup 2016-2020 je crois, c'est 5 pour Froome et Sagan, 4 pour Nibali, 3 pour Valverde, et beaucoup plus de coureurs qui sont un succès. Donc il y a davantage de concentration des grandes courses entre les mains de quelques coureurs qu'on a pu l'avoir sur les années passées. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui vous marque un peu comme on a pu le voir sur ce Milan-San Remo, parce que le fait de voir un coureur, comme je l'ai disais en intro, qui vient remporter Milan-San Remo pour la deuxième fois, c'était pas arrivé depuis Oscar Freire, donc ça remonte un petit peu. Ouais, après j'ai envie de dire c'est un peu comme sur toutes les autres courses, c'est comme sur les grands tours où globalement on se retrouvait souvent là ces dernières années les mêmes équipes qui dominent et les mêmes coureurs, il y a moins de surprises. Je saurais pas trop
Oui, c'est un phénomène qui est plus large, qui est Ouais, qui est plus l'ensemble. large, Ça, bien sûr. Hein. qui est plus large au classique, c'est plutôt le cyclisme en général. Ouais, évidemment. Mais bon, là, en tout cas, on voit bien que Pogacar, Van Der Poel qui remporte en assez peu de temps finalement 7 monuments. Pour prendre ne serait-ce que les classiques, c'est quand même assez marquant parce que Pogacar il en était à 7 avec le Tour de Lombardie de l'an dernier. Et donc Mathieu Van Der Poel, ça fait 7 après ce Milan-San Remo. Aussi pour évoquer un peu Mathieu, pour revenir sur ce Milan-San Remo, la course de samedi et de Mathieu Van Der Poel, est-ce qu'on peut dire que lui a tout géré à la perfection, déjà par le placement dans la route Pogacar. Alors, enfin, il était dans la route Ghana, qui était dans la route Pogacar, dans la Cipressa, et ensuite en faisant exactement ce qu'il fallait jusqu'à la gestion du sprint. Est-ce que pour vous Van Der Poel a tout géré à la perfection? Ah ouais, ouais. D'ailleurs, on l'a vu au moment de l'attaque. Dès qu'il revient et que Pogacar faiblit un tout petit peu, il fait directement l'effort pour se remettre dans la roue et passer Ghana, parce qu'il sent bien que l'Italien est limite. Mais et de la même manière, il panique pas du tout quand l'Italien laisse 2 vélos d'écart avec Pogacar. Et il reste dans la roue d'Italien, conscient que celui-ci va faire son effort. On l'a vu très serein. Limite, c'est son attaque dans le Poggio où je me suis dit, j'ai eu un doute, je me suis dit, est-ce qu'il est vraiment fort ou est-ce que il doute de lui? Et il se dit, bah je vais essayer. Puis au final, bon bah, on l'a vu plutôt en maîtrise. Pareil, c'est lui qui vient se placer en tête avant le sprint. Pareil, tu te demandes pourquoi. C'est pas forcément la meilleure solution. Puis au final, Pogacar qui se laisse légèrement décrocher. Est-ce qu'il voulait tenter un sprint décollé? On ne sait pas, mais Van Der Poel s'en sert magnifiquement. Et puis au moment où il déclenche, bah, sur son punch, il fait la différence. Et les autres derrière étant aussi à la rupture, bah, impossible de remonter. Donc il a affiché une maîtrise quasi parfaite sur la course. Ouais, il y a aussi le sang-froid et jusqu'à ce sprint final, j'avais vu Mathieu Van Der Poel qui disait tout le monde croit que je préfère les sprints courts car ça m'a souvent réussi par le passé, donc j'ai lancé aux 300 mètres. Est-ce que Titouan, cet effet de surprise, il a compté encore un peu plus que la pointe de vitesse intrinsèque de Mathieu Van Der Poel face à Ghana et Pogacar? J'ai l'impression. Après, c'est assez facile de réécrire maintenant, enfin de parler de ça parce qu'il a gagné. Donc, non mais Bien sûr, non, c'est mais toujours un peu compliqué. Non mais c'est toujours un peu compliqué d'analyser, je trouve. Euh, mais en tout cas, il a bien joué aussi dans la mesure où, bah, comme tu dis, il lance assez tôt, quasi, enfin à peine après les 300 mètres. Et Pogacar à ce moment-là, il avait pris un peu de recul. On sentait qu'il allait commencer à lancer et partir de loin à faire euh, j'ai oublié, un sprint décollé, comme un bon pistard. dans la route Ghana en plus, ça fait dans la Dans route la route Ghana, c'était Ghana, ouais, parfait. ouais. Sauf que bah il y avait Van Der C'est Poel de l'autre ça. côté de la route. Exactement. Et Van Der Poel, alors je sais pas s'il l'a vu, je sais pas si sa voiture à l'oreillette lui a dit, bah écoute, il y a Pogacar qui s'est mis en retrait, tu peux lancer un peu plus tôt et tout. Mais en tout cas, c'était clairement le move à faire, puisque là, bah, Pogacar a pas su revenir assez tôt et a jamais réussi à revenir finalement. Sa tactique a échoué. Ghana, bon, dans tous les cas, je pense que Ghana, il était cramé. Enfin, il a bouché 12 secondes depuis le Poggio. C'est quand même pas de tourpeau, surtout face à Pogacar et Van Der Poel, quoi. Donc, ouais, il a vraiment bien joué. Et là aussi, je trouve qu'il a bien joué, c'est qu'il a quand même pris un peu un petit ascendant psychologique sur Pogacar en haut de la Cipressa, en haut du Poggio. Je vous voyais tout à l'heure, là, il le contre au sommet. Et Pogacar, il a un peu de mal à revenir quand même. Il met quelques temps à recoller. Oui, il lui a fait mal sur Et l'explosivité un peu. ouais, c'est ça. Et ça faisait un peu une répétition du sprint. Et je crois même que Pogacar lui dit au sommet, putain, tu m'as bien fatigué, tu m'as fait mal. Donc, il avait clairement l'air totalement maîtrisé. Depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle de Pogacar, mais très 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 belle victoire de Van Der Poel, je trouve. Euh, Presque plus maîtrisé, enfin, que sa victoire en 2023, où certes il était très fort, mais c'était juste qu'il était fort. Alors que là, pour le coup, j'avais l'impression que c'était vraiment beaucoup plus tactique et mieux maîtrisé. Enfin,
c'était plus beau à voir en tout cas, je trouvais. Et puis 2023, c'était déjà face à Ghana, mais c'était en solitaire. Enfin, Ouais. Ghana avait pris la 2e place, Pogacar était 4e, il y avait Van Aert qui était au milieu quand c'était sorti dans le Poggio à ce moment-là. Mais c'est vrai que après justement par rapport au sprint, comme tu l'évoquais, je suis allé revoir là pendant que tu parlais vraiment la préparation, le lancement du sprint, et on voit Van Der Poel qui regarde à plusieurs reprises derrière lui pour voir un peu le placement notamment de Pogacar. Et vraiment il tourne la tête 2 fois. Et c'est après, la dernière fois après avoir tourné la tête, direct il lance le sprint. Et Pogacar a encore un peu de retard sur Ghana qui se fait surprendre aussi. Donc voilà, il y a cet aspect de surprise et aussi le côté où Van Der Poel a pris conscience pendant l'hiver que peut-être c'était un point faible pour lui et sprint long, comme on avait pu le voir sur le Tour des Flandres où il s'était fait battre par Casper Asgreen, et que du coup il a travaillé ça. Est-ce que ça aussi c'est un signe que Mathieu Van Der Poel il a changé par rapport aux premières années où on l'a vu sur route? Maintenant il est très clinique, très tueur dans sa façon de gérer les courses. Bah, c'est sûr qu'il est moins chien fou, en tout cas. Non, mais je me souviens Ouais. de sa première grosse saison sur les classiques, c'était 2019. Sur Ronde, c'était un peu n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Voilà, je trouvais ça trop bien à voir et tout le monde a trouvé ça génial. C'est comme ça qu'il s'est fait des vannes, en fait. C'est en attaquant un peu n'importe comment, en attaquant de loin et en étant plus fort et bon, en faisant des erreurs, quoi. Un peu comme beaucoup d'autres coureurs bien appréciés du public. Je pense même à la Philippe, c'est comme ça. Mais qui lui n'a jamais été trop chirurgical pour le coup. Bref, euh, mais il est beaucoup plus en maîtrise et on sent que globalement il est plus posé sur son vélo et beaucoup plus tueur, froid qu'avant où c'était imprévisible et on sentait qu'il pouvait flancher à un moment. Là, pas du tout. Là, il attaque, il sait ce qu'il fait, il sait où il va et maintenant il connaît les terrains par cœur et il sait ce qu'il fait. Il sait par cœur ce qu'il fait quoi. Je pense que ça va faire du très très sale sur les deux monuments flandriens. Ouais, il y aura déjà, je crois, le Grand Prix E3 où il sera opposé à Tadej Pogacar, le Tour des Flandres où Pogacar sera là aussi, et Paris-Roubaix. Alors pour l'instant, Pogacar a dit j'en parle pas. Il n'est pas annoncé pour l'instant. Bon, on verra. Après, un coureur qui vient reconnaître la Trouée d'Arambert dans le début de saison, c'est pas forcément juste pour faire une story Instagram. Donc il faudra voir. Mais peut-être que le fait de n'avoir pas gagné Milan-San Remo peut l'amener à se dire Roubaix, ça attendra un petit peu. On verra, en tout cas. Un petit mot aussi sur le 3e homme de ce trio qui s'est joué la victoire, Philippe Ogana. Je crois que c'était toi, Titouan, un peu plus tôt dans le podcast, qui parlait de Philippe Ogana, du fait qu'il aurait pas forcément dû prendre les relais, ou en tout cas pas autant, Pogacar et Van Der Poel dans la portion de plat entre le Poggio et la Cipressa. Tu penses que en s'économisant un peu plus, ça lui aurait permis de tenir davantage dans le Poggio? Je pense qu'il aurait peut-être pu basculer à 8 secondes au lieu de 12 secondes et Ah, il a basculé à 8 peut-être avoir secondes. plus de chance au sprint. Donc ça aurait fait À quoi, combien 4 secondes, il serait rentré au bas de la descente. Ouais, c'est ça. Et il aurait peut-être pu jouer plus tactique au final dans le final et avoir un peu plus de chance. Après, je disais ça, mais je suis vraiment pas persuadé qu'il aurait pu battre Van Der Poel ou Pogacar au final. Il avait vraiment pas l'air supérieur aux deux autres. Donc, c'était critiquable parce que on se disait, bah, c'est pas à lui de rouler. Et c'est toujours un peu frustrant quand on voit quelqu'un rouler alors que c'est pas son rôle et que il enterre ses chances face à deux monstres. Enfin, enterrer ses chances. En plus, c'est peut-être un peu exagéré. Mais Ghana, c'est pas n'importe qui non plus, quoi. oui, non, voilà. C'est ça. Non, c'est sûr, c'est pas comme si, enfin, sauf tout mon respect, c'est pas comme si c'était Jordan Jogat au milieu, quoi. Euh, Oui, donc, pas le même calibre. voilà. Mais c'est anecdotique, à vrai dire, c'est d'avoir roulé dans la transition. Mais on va dire Et au que, enfin, contraire, ça a pu l'aider, peut-être, aussi. ouais. Donc en fait, tu sais, donc en fait, tu sais Non, pas, non, tu sais pas. non, non, pour moi, c'était pas utile. Il aurait peut-être pu s'économiser, davantage et moins rouler. Et il se serait offert plus de chances. Mais je pense que, enfin, comme on dit depuis tout à l'heure, que Van Der Poel et Pogacar ils sont assez imbattables. Ouais, Donc, ça aurait pas changé grand-chose. C'est-à-dire bon, que c'est ça.
quand ils se sont retrouvés à 3, c'était pas un tiers de chance. C'était 45-45 et 10% pour Ghana peut-être. Oui, en gros. Et je suis généreux, d'accord. Anselme, toi, qu'est-ce que tu en penses de Filippo Ganna? Est-ce que il y avait quelque chose à faire ou quelque chose de faisable pour lui face à Pogacar et Van Der Poel en se retrouvant comme ça dans cette situation? Pour moi, son seul moyen de gagner, c'est si les deux autres n'avaient pas fait attention à lui. Et le problème, c'est qu'il faisait trop. On sait qui c'est. Si ça avait été Jordan Jega, peut-être là, les deux l'auraient oublié et ça aurait marché. Mais il aurait fallu que les deux autres l'oublient et au moment où ils se regardent un peu, ils passent en survitesse et fassent le trou jusqu'à la ligne. Mais enfin, c'est Filippo Ganna, tu sais qu'il rentre de derrière, bah t'attends pas qu'il soit à côté de toi pour regarder où il est. Parce que sinon, s'il te met 20 mètres, c'est fini. Puis en plus, Donc, il rentre presque au mauvais moment pour tenter de les passer en survitesse, parce qu'il rentre entre deux virages dans un S, donc c'est-à-dire il rentre trop tôt ou trop tard. ouais, presque trop Enfin, tard. J'ai envie de dire si on va par là. Parce qu'en fait, il rentre ouais, il rentre après la flamme rouge, juste avant le dernier virage. Donc il doit freiner, donc il peut pas continuer son accélération. ouais, mais s'il rentre, on va dire 100 mètres plus loin, s'il y a pas Ganna, peut-être que les deux autres sont côte à côte et se regardent un chouïa. Et puis Ganna peut tenter un truc. Après, bon, C'est vrai. je suis pas sûr que ça aurait fonctionné, mais bah, en se retrouvant avec les deux là, je pense qu'il était, enfin, Il pouvait difficilement espérer mieux. ouais, c'est ça. Il était un peu, je veux dire, il était pour pas dire une grossièreté. Mais Ouais. c'était compliqué. Il était dans une situation et puis je pense qu'il avait quand même intérêt à passer 2-3 petits relais parce que de toute façon, à 3, il avait plus de chances que si ça rentrait. Si ça rentrait, c'était fini pour lui. On l'a vu dans le Poggio, il était limite. Il y a des gars qui auraient été derrière plus frais, qui auraient pu plus punchy. Il avait plus de chance, même après au sprint dans un groupe de 15-20, ça aurait été plus compliqué. Donc, je pense qu'il a joué à crânement sa chance avec en fonction de ses capacités. Et bon, deuxième, c'est pas mal non plus. Hein. Ouais, donc on va dire que Filippo Ganna dans cette situation, c'était le parfait exemple de l'arbitre du duel, qui va pas forcément pouvoir faire grand chose, mais qui sera toujours là entre les deux. Donc bon, en tout cas, ça lui fait à nouveau une deuxième place derrière Mathieu Van Der Poel. Bon, cette fois, il se rapproche, hein, il est qu'à 2 vélos d'écart. Peut-être que dans 2 ans, ça sera la bonne pour lui. On verra si Pogacar a encore envie d'attaquer de plus en plus tôt dans la course. On va évoquer quand même aussi rapidement, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup à dire vu qu'on ne les a pas vus, les coureurs qui étaient derrière Van Der Poel, Ganna et Pogacar. Déjà, celui dont on peut peut-être le plus parler, c'est le représentant français qu'on a le plus vu, c'est Romain Grégoire, qui a tenu les roues sur l'accélération de Pogacar dans la Cipressa sur 500, 600, 700 mètres, pas plus. C'est ce que vous retenez de la course des Français, entre guillemets, plus que le fait que le meilleur Français soit 29e, ce qui est le plus mauvais résultat d'un coureur français, enfin le plus meilleur résultat d'un Français depuis 2006. C'est un peu le seul truc qui a à retenir, Romain Grégoire, hein, parce que sinon derrière, et c'est globalement le seul truc qui a à retenir tout court, parce que derrière on a quasiment rien vu, et je suis pas sûr qu'il soit passé grand chose. Hein. La preuve, ils finissent, ils sont une quarantaine dans le groupe derrière. Ouais. C'est ça jusqu'à Hermans 45, donc ouais, ils sont 42. Donc ça veut dire que ça rentre encore de l'arrière après la Cipressa. Grégoire solide, un peu juste pour basculer, même enfin très juste pour basculer en haut, mais ça fait quand même un sacré bel effort et ça laisse je veux dire présupposer de bonnes dispositions. On sait que Romain Grégoire est quand même un bel espoir. Donc non, et puis ça montre du caractère de voir qu'il était là, on l'a vu qu'il était bien placé et au final sur la photo quand il y a Pogacar, Ganna, Van Der Poel et que t'es là derrière, c'est quand même que il y a quand même un petit quelque chose chez ce coureur. Ouais, il fallait quand même la tenir l'attaque, quoi. Ah ouais. Titouan, est-ce que toi aussi c'est ça que tu vas retenir en particulier pour le bilan français de ce Milan-San Remo?
Ah, clairement. Bah, moi, enfin, quand j'ai vu se tenir, j'y ai cru très naïvement, hein, mais j'y ai cru quelques secondes et j'étais comme un fou. J'étais comme un fou sur mon siège. Donc, c'est clairement ça que je vais retenir. Après, j'en tirais autre chose aussi, c'est quand même le bon comportement, même si, bon, au final, physiquement, il avait la limite. Mais Dalla Philippe, qui était parmi les mieux placés, en fait, finalement, au pied de la Mhm. Cipressa, bien aidé aussi par une bonne équipe Tudor. Mais c'était un peu dommage de pas le voir suivre un peu plus et de pas qu'il ait pas fait de meilleurs résultats. Mais ouais, à la Philippe et Grégoire, les deux seuls à s'être vraiment illustrés. Après, on parle de Grégoire, mais en termes de français aussi, du coup, son équipe. Clément Russo a fait un énorme boulot avec Lewis Husky pour le placer. Et ça, c'est à noter aussi parce que c'est là qu'on voit que Clément Russo, c'est un des meilleurs équipiers des équipes françaises. Et bah, c'est à noter, même si c'est assez anecdotique et que ça intéresse surtout les fans de l'équipe ou les fans des Français. Non, mais Mais c'est important, ça, c'est c'est intéressant à aussi relever de aussi, noter le quoi. travail des équipiers, parce qu'on sait que le placement se fait pas tout seul, hein. Donc, Mm. il y a des coéquipiers pour D'ailleurs, venir aider à bien se placer, et Romain Grégoire, c'était le cas, il était très bien placé au pied de la Cipressa. d'ailleurs, enfin, on parle d'équipier et si aussi un équipier français, il y avait Axel Laurence qui était bien placé aussi lui aussi au pied de la Cipressa et qui a sans doute permis à Ghana d'être aussi bien pour aborder la difficulté. Donc C'est vrai que pour le coup, là, je regarde les Français qui ont fini le mieux placé à l'arrivée. Si on regarde dans le premier groupe de poursuivants au sommet de la Cipressa, en tout cas dans les images qu'on avait pu en avoir brièvement après la descente, on avait Quentin Paché, Romain Grégoire, Julien Lafilippe, Kevin Vauquelin, et je crois qu'il y avait aussi Axel Laurence. Donc ça fait ouais. 5 Français dans un groupe de 15 coureurs, grand maximum, au sommet de la Cipressa, derrière le trio de tête. Donc c'est ça aussi qui peut être intéressant à noter. Le fait qu'il s'est bien passé. Après, il y a eu des circonstances diverses. Hein. Aurélien Paré-Peintre, par exemple, qui vient chuter au pied de la Cipressa alors qu'il avait l'air d'être pas trop mal placé. Bon, bah voilà, c'est le genre de choses qui arrivent fatalement, on va dire, quand c'est une course comme Milan-San Remo. Et après, en dehors des Français, est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez rajouter sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a pu voir ou pas sur ce Milan-San Remo? Non, tout s'est résumé aux 3 de devant, globalement. Surtout c'est surtout qu'on a de facto, on a vu que les trois de dehors. Oui. Donc ça aide pas. Ah bah, très bien, je vois que personne n'a envie de s'enflammer pour la 4e place de Michael Matthews. J'ai hésité à dire un mot dessus. Mais, Michael bon. Matthews qui continue son tour des places d'honneur sur Milan-San Remo. Je vais voir rapidement. J'avais fait 4ème. Alors, Milan-San Remo, il a fait donc 3, 7, 3, 6, 4 et 2. Donc il avait déjà fait 4e en 2022. Ah, il va bientôt lui en manquer plus qu'une. Ouais, Là, il va pouvoir faire 8ème. ouais, il manque 8ème, il a pas encore fait. 5. Sixième aussi, 9 et 10. Si, il a fait 6e, il va lui manquer 5, 8, 9, 10. Et 1. Et premier. accessoirement. Bon, je pense que je suis pas sûr que Michael Matthews arrive à faire toutes les places du top 10, hein, lui qui aura 35 ans en fin d'année. Il y a peut-être un petit peu trop de trous à manquer. Mais bon, ça fait encore une certaine constance de la part du sprinter australien, qui on va dire est toujours là, toujours placé, et qui finit donc 4ème devant Caelan Groves. Tant qu'à faire, pour citer des noms, compléter le top 10, Caelan Groves 5, Magnus Cort 6, Mats Pedersen, on en parlait tout à l'heure 7, Olaf Koy 8, Matteo Trentin 9 et Fred White 10ème pour terminer ce top 10. On va évoquer également le retour du Milan-San Remo féminin. Alors on parle bien de retour évidemment, puisque il y avait eu déjà quelques éditions d'une course qui s'appelait à l'époque Primavera Rosa, qui était organisée déjà par les organisateurs du Milan-San Remo masculin, par RCS, et donc qui ont choisi cette année, 20 ans après, de faire le retour d'un Milan-San Remo féminin, qui
qui partait pas de Milan, hein, bon, la course masculine non plus, mais qui partait de Gênes, de la côte, avec 156 km au programme, et la victoire s'est jouée au sprint, au final dans un petit groupe hein, d'une douzaine d'unités, et c'est Lorena Wiebes qui s'est imposée devant Marianne Vos et Noémie Rugg. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Milan-San Remo féminin déjà? Est-ce que le retour de cette course mythique chez les hommes mais qui n'avait pas une grande histoire chez les femmes, est-ce que ce retour vous a convaincu? Vous dites ouais, c'est intéressant d'avoir cette course, enfin elle fait du bien? Non, pas spécialement. Enfin, je suis pas un grand suiveur du cyclisme féminin, mais c'est ce que disait, je sais plus lequel de mes comparses qui disait ça la dernière fois. Elles ont déjà le trophée Obinda, qui Ah, ça, c'est Johan qui disait ça. ouais, probablement. Trophée Obidin qui du coup a dû être avancé d'une semaine, hein, parce que généralement C'est ça. il était le dimanche du week-end de San Remo. Et je pense que c'est pas forcément une bonne chose que de vouloir absolument calquer le calendrier féminin sur le calendrier masculin. Déjà parce que Milan-San Remo, ce qui en fait sa caractéristique chez les hommes, c'est qu'elle fasse 300 km. Alors, chez les femmes, les courses sont plus courtes, mais bon, faire une course de 150 bornes, c'est pas tout à fait pareil. Ça rend Poggio à la Cipressa un peu moins, on va dire, décisif, étant Oui, donné que ce sont pas des pour cols le très très durs. pour le coup chez les femmes, il y a des courses plus longues au calendrier. Hein. Je crois que Gand-Wevelgem fait quasiment 170 km. Donc c'est ça. Donc à la rigueur, si ils avaient voulu en refaire une course sur le principe, aller taper les 200 bornes. Autant pour les équipes, je comprends que de faire une équipe féminine, de faire des structures, tout ça, ça peut être intéressant. Sur les courses, vouloir absolument faire une sorte de miroir, je suis pas sûr que ce soit nécessaire ni intéressant. Là, tu te dis, t'as gagné Milan-San Remo féminin. En soi, Milan-San Remo féminin, ça veut pas dire grand-chose. C'est pas une course qui a une histoire. C'est pas non plus un monument en termes de cyclisme féminin. Donc, je suis plutôt dubitatif. Après, est-ce qu'il n'y a pas le côté aussi où Milan-San Remo a une attractivité médiatique importante et que du coup ça permet d'avoir une course féminine qui a une attractivité médiatique aussi importante, ce qui est peut-être moins le cas sur des courses qui sont uniquement féminines comme le Trophée Obinda, qui a une importance historique très importante. Certes, c'est pas là le propos, mais il y a peut-être moins d'attrait médiatique autour du Trophée Obinda que sur le Milan-San Remo. Oui, c'est sûr que avec la puissance RCS derrière, ça joue, mais ça va amener à rendre le cyclisme féminin très dépendant du cyclisme masculin. Et quand on voit l'état du cyclisme masculin hors World Tour et course de premier plan, ça risque d'être compliqué, sachant que le peloton féminin n'a pas la densité de celui masculin. Il y a des écarts qui risquent d'être très très grandissants et on risque de rapidement perdre si ça continue comme ça. Enfin, j'extrapole un peu, mais le palier intermédiaire entre le top niveau et le niveau amateur, qui aujourd'hui l'écart se crée beaucoup chez les hommes, et si on le crée aussi chez les femmes, ce sera encore plus grand chez elles. Donc je sais pas si c'est rendre service au cyclisme féminin sur le long terme que de l'associer, même si c'est vrai que le côté, on va dire, finance et les retombées médiatiques d'une course comme ça, je comprends que ce soit intéressant de vouloir en profiter. Toi, Titouan, qu'est-ce que t'en as pensé de ce retour du Milan-San Remo féminin, avec aussi le déroulé sportif qu'on a eu avec cette victoire au final de Lorena Wiebes devant Marianne Vos? Alors moi, je suis un peu sur la même position qu'Anselme, c'est-à-dire que, je suis pas un gros suiveur du cyclisme féminin, mais je trouve dommage que le trophée Alfredo Binda soit un peu du coup relégué au second plan, alors que c'est quand même une course historique de calendrier féminin. Mais et surtout que la course a été pas si passionnante chez les femmes. Euh, Alors, pour le coup, je enfin, voyais, pour le coup, j'avais vu pas mal des remarques un petit peu en ce sens qui disaient, en fait, au final, le Milan-San Remo féminin, il fait comme le Milan-San Remo masculin. Bon, pas 2025, mais oui, sur le côté où il se passe pas grand chose avant de chiffrer sa Poggio.
Non, bah surtout que j'avais l'impression que le peloton féminin au pied de la fin, au moment de la ça, il était assez réduit finalement avec l'hétérogénéité du niveau du peloton, qui est assez inhérente, j'ai l'impression, au cyclisme féminin. Euh, du coup, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de bagarre de placement au pied du Poggio. Il n'y avait pas eu la tension. Il y a eu quelques banderies rapidement, mais ça s'est pas mal regardé. Bref, j'ai pas non plus pris un pied énorme sur cette course, alors qu'il y a d'autres courses féminines, enfin d'autres courses en général, mais d'autres courses qui peuvent être beaucoup plus passionnantes dans le calendrier. C'était pas très excitant. Euh, Puis en plus, bon, on râle chez les, enfin, moi en tout cas, je râle que chez les mecs, il y a toujours les mêmes qui gagnent. Là aussi, c'était bah Lorena Vies qui gagne. Bon, si ça avait pas été elle, ça aurait été Kopecky. Yes, ok, encore. Bon, c'était pas aussi passionnant, je trouve, que par exemple, on parlait de courses qui sont calquées du calendrier des hommes, mais qui est un Paris-Roubaix féminin, où, pour le coup, bah, c'est Paris-Roubaix, donc c'est kiffant. La course, elle est passionnante, voilà, même si c'est Favori qui gagne, ça reste une super course. Là, C'est ça c'est peut-être que vraiment pas la course à adapter au calendrier féminin. Euh, voilà. Je suis vraiment pas persuadé de l'utilité de cette course. Si après, c'est toujours quand même que le cyclisme féminin se développe. Mais c'était pas ce qu'il y avait vraiment priorité à faire, je sais pas. Mais décevant presque. c'est ça qu'après, par rapport à ça, j'avais vu quelques remarques qui disaient notamment que il y a 2 courses masculines qui doivent avoir leur traduction dans le cyclisme féminin. C'est le Tour de France parce que c'est le Tour de Parce que France c'est le tour. et Paris-Roubaix parce que c'est une course unique. Et après le reste, c'est à l'appréciation. Il y a pas de nécessité entre guillemets. Voilà, entre guillemets là, ça fait peut-être pour l'instant une course un peu normale. Il faudra voir peut-être à l'avenir comment ça évolue et aussi sur davantage d'éditions. On peut pas juger sur seulement une seule course. Mm. Parce que il y a eu plein de Milan-San Remo masculin, on s'est dit c'est nul, on s'est fait chier. Donc Oui. faudra peut-être voir à l'avenir. En tout cas, bon, on a quand même eu une certaine bagarre. On a vu Juliette Labousse qui attaquait dans le Poggio, Elisa Longo Borghini qui a failli faire le coup, un coup à la Nibali en sortant toute seule au bas de la descente du Poggio. Alors, Nibali, pour le coup, il était pas sorti en bas de la descente, il était sorti dans les serres en haut. Bon, au niveau des pourcentages, il avait pas été Ah oui, horrible. ah bah alors Mais, ah oui, je confonds avec Stuyven. Pardon. oui, voilà. Ok, en plus, même équipe, donc ça aurait été... cohérent. Non, plus même équipe puisque Elisa Longo Putain, Borghini. c'est vrai que Longo Borghini, elle est plus chez Trek. Elle est plus chez Lidl Trek, elle est En plus. passée chez UAE à l'intersaison. Et, Mais bon, du coup, ça fait qu'on a pas de victoire italienne. En tout cas sur ce Milan-San Remo et donc 2 victoires néerlandaises, hein. Mathieu Van Der Poel chez les hommes et Lorena Wiebes chez les femmes. Il faut quand même revenir. après, chez les femmes, une victoire néerlandaise, c'est assez attendu. C'est habituel, on va dire. Oui, entre Wiebes, on a Vos qui est 2e, Vollering 4e après le déclassement de Pauline Ferrand-Prévot. Bon, ça va. Et puis aussi Puck Peters qui prend la 10e place au final. Mais voilà, donc ça pour évoquer un petit peu ce retour de Milan-San Remo féminin qui était pas mal, on va dire un petit peu peut-être à l'image des derniers Milan-San Remo masculins. On va pas prendre le Milan-San Remo de cette année, mais à l'image de celui de cette année, le kilométrage en moins. C'est peut-être un petit peu le bilan qu'on peut en faire au final. Et bien voilà, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast à propos de Milan-San Remo. Voilà, on va vous laisser avec toute cette semaine qu'il y a, avec notamment le Tour de Catalogne. Alors, Tour de Catalogne qui a commencé ce lundi, pendant qu'on enregistre cet épisode. Donc on va pas forcément vous faire une grande présentation, mais il y a un bon petit plateau, pas de coureurs qui sont particulièrement au-dessus du lot, même si on a du Juan Ayuso, du Primoz Roglic, en vue du classement général. On aura le temps de voir tout ça tout le long de la semaine. Et pour le prochain podcast Chasse-Patate, eh bien on se retrouvera la semaine prochaine pour parler des classiques flandriennes, puisqu'on a cette fin de semaine là, le Grand Prix E3, on aura dimanche Gand-Wevelgem, et le dimanche qui suit, on aura le Tour des Flandres. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour évoquer tout ça avant le 2e monument de la saison, le Ronde van Vlaanderen. On prendra le temps de voir tout ça sur les pavés des Flandres.
En attendant, Anselme et Titouan, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour ce podcast sur Milan San Remo. Et donc en attendant le prochain podcast Chasse-Patate, au milieu de semaine prochaine normalement, eh bien vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Blue Sky et Threads. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate.